Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agua de Luz. On est parti sur un épisode de talk existentiel. J'adore ces épisodes, j'adore faire ces petits blablas entre les méditations. À vrai dire, ça fait 3 mois que j'ai été silencieuse sur cette plateforme. J'avais besoin de temps pour intégrer, pour me rassembler après mon dernier voyage que j'ai fait en novembre. À vrai dire, après l'enregistrement de mon dernier podcast le 22 octobre, je suis partie le 24 pour presque un mois en Inde. Et j'ai été pulvérisée, honnêtement, sur plein d'aspects, sur le plan physique, énergétique, spirituel. Et j'ai besoin de temps pour m'en mettre, à vrai dire. Je suis encore en intégration, même après 3 mois. Il y a eu beaucoup de lignes qui ont changé dans ma vie depuis, beaucoup de choses qui se sont passées à l'intérieur. Et même si je me suis exprimée sur Instagram, etc., que j'ai repris tranquillement le travail, ma vie sociale, en douceur, parce que ça n'a pas été évident justement de reprendre tout ça. Et c'est encore pas évident pour moi, là, d'arriver à tout coordonner. Mais j'ai eu besoin de ce temps et j'ai préféré être silencieuse plutôt que de vous proposer un contenu tout droit sorti de ChatGPT par exemple, comme on peut voir régulièrement. Et ce qui est bien dommage d'ailleurs. Il y a beaucoup de créateurs de contenu que j'aime bien pourtant, mais aussi de praticiens, praticiennes dans le milieu du bien-être par exemple, qui nous sortent une quantité de posts, mais tout droit sortis de ChatGPT, c'est-à-dire que ils et elles ne prennent même pas la peine en fait de retirer les petites étoiles, les petits astériques qu'il peut y avoir parfois. On voit que c'est vraiment un copier-coller. Et franchement, c'était vraiment pas se fouler pour le coup. Alors je suis un peu condescendante, mais je pense que j'ai un petit ras-le-bol vis-à-vis de ça. Je comprends tout à fait, parce qu'on est débordé, voilà, c'est vrai que c'est un super outil, mais il faut y aller avec parcimonie. Je trouve pas que ce soit un contenu qui donne envie, honnêtement. Ça se ressent, en fait, que ça vient pas de la personne. Enfin, je sais pas comment vous percevez, mais moi je trouve que ça se ressent quand un podcasteur ou une podcasteuse, elle se contente de lire un prompteur tout droit sorti de l'intelligence artificielle, ou quand une créatrice ou créateur de contenu ou praticien ou praticienne se contente de vendre un atelier, admettons, avec ChatGPT. Un petit peu de conscience et d'effort, franchement, ça fait pas de mal. ChatGPT au service, bien sûr, pour nous faciliter la vie, mais pas pour remplacer notre essence, quoi. Notre conscience, la présence qu'on met dans ce qu'on fait. Et, et pour le coup, c'est tout ce que je voulais dire pour ChatGPT. J'ai poussé mon petit ras-le-bol, mais voilà. Après, chacun fait comme il veut. Moi, comme je disais, je le comprends totalement, mais c'est pas ce que j'ai voulu proposer. Ce qui est intéressant en plus, c'est que pendant ces 3 mois de silence, mon audience, elle a continué d'augmenter. Et mon podcast, honnêtement, il a jamais été autant écouté que pendant ces 3 mois de silence, finalement. Alors, grâce aux recommandations et au fait qu'il continue de grandir grâce aux bouche à oreille. Mais ça m'a confortée dans l'idée de pas aller dans cette frénésie au contenu et de simplement respecter mes propres besoins. Respecter mon intégrité, mon authenticité. L'authenticité, c'est un thème qui va revenir énormément parce que c'est, je pense, le thème de l'année pour moi, mais aussi pour le collectif. J'y reviendrai un peu plus tard, mais je dirais que mon voyage en Inde, il m'a permis justement d'empuissancer cette authenticité et de continuer de marcher sur ce cheminement qui contribue à révéler qui je suis vraiment, à assumer qui je suis. C'est ça l'authenticité finalement, c'est assumer sa vérité, ses convictions, se présenter au monde tel qu'on est, sans filtre, en sortant des rôles de la pick me ou du people pleaser. Je vais aborder un peu plus en détail ces archétypes un peu plus loin dans l'épisode. Pour en revenir à l'Inde, pourquoi je me suis fait pulvériser par l'Inde? Alors je dirais que déjà, je me suis fait pulvériser d'un point de vue sensoriel. Je suis arrivée à Mumbai le premier jour et en fait j'allais chez une amie qui est une locale que j'ai rencontrée lors de mon premier voyage. Et à vrai dire, on a passé un week-end assez intense. Déjà parce que la ville de Mumbai se prête à l'intensité, en tout cas elle est pleine de stimuli dans tous les sens du terme. Et puis parce que mon amie forcément elle est très dynamique aussi. Donc voilà, ça a été un week-end très intense où j'ai eu l'impression de passer dans une machine à laver. Mais bon, c'est tout, c'est le jeu. Mais pour une introvertie et pour une personne qui est quand même très sensible, ça a été challengeant. Donc ça m'a recentré aussi sur plusieurs aspects, bien sûr. On n'a pas forcément les mêmes codes, la même culture, donc ça m'a recentré sur énormément de choses.
et m'a permis de me rendre compte qu'on n'avait pas forcément les mêmes problèmes, hein. Évidemment, ça, ça remet en place. Et la deuxième chose qui m'a pulvérisée, disons, c'est une belle et, et incroyable intoxication alimentaire. Alors, elle pourrait paraître inévitable, et pourtant, la première fois que je suis allée en Inde, je suis partie 1 mois et demi, et j'ai pas été malade une seule fois, pour le coup. Et là, cette fois-ci, c'est une question de chance, hein, je pense, on a fait attention, hein, mais on a été malade, mon partenaire et moi, on a été bien malades comme il faut. À vrai dire, on n'était pas sur une petite intoxication, on était vraiment sur quelque chose d'assez violent. Euh, j'ai vomi de 18h à 5h du matin, euh, donc une vingtaine de fois sans m'arrêter, c'est-à-dire toutes les demi-heures je vomissais, jusqu'à ce que... Enfin, il n'y avait plus rien à vomir à la fin, hein, mais je m'étouffais avec ma propre bile, hein. Donc désolée, je vais heurter peut-être les âmes sensibles, mais on était quand même sur quelque chose de assez violent. J'ai jamais eu ça, honnêtement, dans ma vie. Pourtant, j'en ai eu d'autres, hein, des intoxications, mais là, on était sur un level assez haut pour le coup. J'ai failli me faire hospitaliser. Je voulais me faire rapatrier, honnêtement, tellement j'étais dans le mal, parce que la semaine qui a suivi, en fait, j'ai continué d'être malade, et, euh, et je n'ai pas pu remanger. Surtout que j'ai dû jeûner une grosse partie de la semaine ensuite. Donc voilà pourquoi l'Inde m'a pulvérisée, et aussi parce que j'ai scellé une grosse étape de ma vie, dans ma vie de couple notamment. J'y reviendrai après. Et ça a fait bouger des choses en moi, forcément. Du coup, après cette nuit merveilleuse de vomissement, forcément on a passé une étape, hein, dans notre couple, hein, parce qu'on a été tous les deux malades pendant cette nuit. Je vous passe certains détails que je vous laisse tout à fait imaginer à quoi ça ressemblait. Et, euh, et en fait, le voyage a continué. On a pris des bus de nuit un peu chaotiques où on n'a pas dormi pour le coup. On s'est fait secouer toute la nuit par les bus parce que les routes étaient pourries. Donc voilà. L'étape de mon voyage la plus mystique et disons intense, ça a été Ampi, la ville d'Ampi. C'est une ville qui est particulière, il y a énormément de temples, il y a une énergie qui est très mystique. Je pense que tous ceux qui y sont allés pourront en témoigner. Je suis arrivée à Ampi à 4h du matin, après ma fameuse nuit de rêve dans ce bus, ce bumping bus. Je me suis fait accueillir par un chauffeur de rickshaw. Donc à la base, moi je voulais juste qu'on aille à notre logement. Mais bien sûr, il était 4h du mat, donc l'autre n'était pas là. Donc le chauffeur m'a proposé d'aller dans un temple. Et, euh, et voilà, il nous a conduits. J'étais vraiment dans le mal. J'avais été malade 2 jours avant, et je l'étais encore. J'étais vraiment au plus bas. J'avais pas mangé, forcément, j'avais pas dormi non plus. Et je suis arrivée dans ce fameux temple, et je me suis fait cueillir par la ville pour le coup. Euh, je suis arrivée, j'ai à peine mis un pied dans ce temple, et là, toutes les larmes de mon corps sont sorties. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Pour le coup, c'est comme si on m'avait permis de baisser les armes en fait, parce que j'avais plus de repères, hein, forcément. Mon seul repère, c'était mon partenaire. Pourtant, c'était ma deuxième fois en Inde, mais là, pour le coup, le fait d'avoir été autant malade, autant vulnérable, ça m'a fait perdre beaucoup de repères, pour le coup. Et là, je sais pas, j'ai baissé les armes dans ce temple, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, du coup, voilà, je passe pas mal de détails, hein, parce que je vais pas tout vous raconter, mais je vous raconte les grandes lignes pour que vous puissiez comprendre un peu le pourquoi du comment, pourquoi j'ai eu besoin d'intégrer autant de choses. Le lendemain, on part voir un coucher de soleil avec mon partenaire, et du coup, on était encore un peu dans le mal, hein. On était encore avec des haleines fétides, un peu nauséeux. On est parti en haut de cette montagne où en haut il y a un petit temple dédié à Shiva et Kali, donc il y a une énergie aussi qui est particulière. Et normalement sur cette montagne, on a appris le lendemain que en fait, à partir du coucher de soleil, t'es censé partir. En fait, il y a un garde qui fait une ronde et qui t'invite à redescendre, parce que tu peux pas en fait être tout seul, voilà, si le soleil est tombé. Et nous on l'a pas vu, il nous a pas vu non plus apparemment, donc on s'est retrouvés vraiment que tous les deux sur cette montagne, à côté de ce temple, et l'énergie elle a été particulière. On a été très émus en fait d'avoir ce lieu pour nous tout seuls, on était privilégiés. Et c'est dans ce contexte que mon partenaire a eu l'élan de me demander en mariage. C'était absolument pas prévu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bague ni de préparation. Ça a été très spontané, hein. À vrai dire, on n'était pas au top de notre glow, hein. On était encore tout transpirant, on n'était pas très beau, hein. On était encore, on avait des têtes de zombies, hein, pour ainsi dire.
des haleines encore approximatives, hein, encore la nausée forcément, et je dirais même encore la diarrhée. Autant parler de choses telles qu'elles sont. Encore une fois, je vais peut-être heurter la sensibilité, mais je pense que voilà, faites pas les prudes, vous l'avez déjà eu au moins une fois dans votre vie, hein. Donc voilà un peu comment on s'est demandé en mariage, enfin comment il m'a demandé. Je dis on parce que finalement c'est un sujet qu'on avait quand même abordé quelques mois avant. On n'avait jamais eu envie de se marier en fait avant ça parce qu'on n'avait pas envie de faire un mariage en grande pompe. Et quand bien même c'est magnifique, hein, les mariages en grande pompe, et que je trouve ça vraiment très beau. Si ça fait plaisir aux mariés, c'est le principal, mais en tout cas, moi, ça m'angoisse. Et ça angoisse aussi mon partenaire, donc on s'est toujours dit qu'on se marierait pas, parce qu'on voulait pas faire ça. Et finalement, quelques mois avant, on s'est dit, mais pourquoi on ferait pas un truc à notre image, tout simplement? On savait pas trop comment, donc on a laissé ça de côté. Et finalement, sur cette montagne, c'est comme s'il y avait une grande force qui l'avait poussé à, à officialiser sa demande, pour le coup. Et j'ai perdu mes moyens, forcément. Ça a été vraiment sincère, authentique. Pas de, voilà, pas de long discours, simplement la magie de l'instant. C'est pas comme ça qu'on l'aurait planifié, je pense. C'est pas comme ça qu'il l'aurait planifié si toutefois il avait prévu quoi que ce soit. Et ça nous a complètement pulvérisé aussi sur un plan émotionnel, mais aussi, je dirais, karmique. C'est comme si s'était passé quelque chose. Beaucoup de compréhension sur cet aspect, cette dynamique karmique qu'il peut y avoir entre nous. Chacun ses croyances hein, sur le sujet, hein, mais je pense que voilà, on rencontre quand même les personnes les plus importantes de notre vie pour certaines raisons. Ça veut pas dire qu'on a forcément un contrat karmique avec elles, mais je pense qu'il se passe des choses. Et nous concernant, je pense que sur ce plan, il y a quelque chose. J'en dirai pas plus. Et, et disons que bah, la nuit qui a suivi d'ailleurs, bah, j'ai été à nouveau malade. La première nuit, j'avais eu des vomissements, et là, cette nuit, la nuit qui a suivi cette demande en fiançailles, ça a été une diarrhée fulgurante toute la nuit. Je suis vraiment en roue libre hein, sur ce podcast, j'en suis là. Mais voilà, à un moment donné, on est sur le thème de l'authenticité, hein. Donc voilà, à un moment donné, je suis qui je suis une beauf. Et ça me dérange pas forcément de parler de choses un peu organiques. Euh, voilà, c'est une nuit très romantique qui a suivi. Le matin, il s'est pas rétracté, ça va. Pourtant, il était aux premières loges, hein, vu qu'on avait une toute petite chambre avec les toilettes dans la chambre. Donc, enfin, les toilettes fermées, hein, j'entends, mais quand même, quoi. Enfin, voilà, on a passé l'ultime étape, je pense, et ça lui a pas fait peur. Il veut quand même toujours s'engager, donc c'est bon. Mais disons que j'ai passé quand même une grosse étape grâce à l'Inde. Ça a empuissancé, comme je disais, mon authenticité. Et pourquoi c'est un thème important, je dirais qu'aujourd'hui, par rapport aux énergies qui sont actuelles, les énergies 2025, mais même celles de 2024, en fait, je dirais même depuis 2022, collectivement, on est quand même dans un processus particulier, je dirais même depuis 2020, en fait. Il y a quand même un gros éveil des consciences, et on quitte petit à petit l'ancien paradigme. Alors peut-être que pour certains, ça va paraître être un discours New Age, mais ainsi soit-il, en fait, chacun ses croyances, chacun sa réalité, et moi, je partage simplement mon regard, les miennes, sans dire que c'est la vérité. Moi, je suis prête à remettre toutes mes croyances en question, hein. Aujourd'hui, c'est celle-ci. Et aujourd'hui, ce que je ressens, en plus de, voilà, hein, il n'y a pas que moi hein, qui, euh, qui ressent ça, sans vouloir être dans la prédiction, la prophétie, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le même paradigme et on glisse doucement vers un nouveau paradigme qui nous invite à plus d'authenticité, et tout ce qui sera en contradiction avec qui on est vraiment, avec notre essence, eh ben, ça va être très compliqué. C'est-à-dire que si on choisit la lutte, comme je l'ai fait pendant, par exemple, mon année 2024, c'est ce que j'ai fait, j'ai été vraiment dans la lutte de qui je suis, à être dans le déni sur certains plans, et ça a été vraiment très compliqué à vrai dire. C'est-à-dire que ça s'est traduit par l'aggravation de ma maladie chronique, l'endométriose. Ça s'est traduit aussi par des conflits, c'est intérieur mais aussi extérieur dans mes relations.
Et c'est au moment où j'ai vraiment lâché, l'été 2024, où j'ai lâché beaucoup de choses, refermé beaucoup d'espace, voilà, que j'ai eu des bénédictions incroyables. J'en ai chié pendant 6 mois, à vrai dire, hein, en 2024, hein, sur plein de plans, sur le plan de la santé, sur le plan de mes relations, euh, sur le plan sentimental, mine de rien, même si voilà, mon couple n'a jamais été remis en cause. On est sur une relation à distance, on vit ensemble, mais en fait, il part à peu près entre 6 et 8 mois par an pour son travail. Et bah, ça a été très dur parce que cette année, il est parti énormément et surtout, il est parti du jour au lendemain pour son boulot et en fait, on n'avait pas de date de retour. Et en fait, au bout de 2 mois, on n'avait toujours pas de date de retour. Donc en fait, cette incertitude, moi, ça m'a complètement pulvérisée. Ça a été très compliqué à vivre. Enfin bref, c'est... Et j'en passe. Disons que ça a été compliqué. Alors voilà, après, je suis reconnaissante d'être en vie et d'avoir ce type de problème, parce qu'il y en a plein qui rêveraient peut-être d'avoir ces problèmes-là. Il y a une hiérarchie des maladies, par exemple, mais aussi de certains problèmes, et ça n'empêche que chacun peut se sentir challengé, en fait. Dans tous les cas, on n'a pas tous le même package, la même sensibilité. Voilà. Chacun, en fait, vit les choses comme il le ressent, et il n'y a pas à culpabiliser de ce qu'on ressent, parce que si on le ressent, c'est que c'est réel. Voilà, petite parenthèse pour dire que tant que j'étais dans la lutte, j'ai vécu des situations qui étaient vraiment compliquées émotionnellement. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans mon podcast que j'ai enregistré cet été sur toucher le fond pour éclore. Donc, euh, donc voilà, si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de confession intime sur le sujet, ce sera dans cet épisode. Mais disons qu'aujourd'hui, je me rends compte que dès que je ne suis pas dans mon authenticité, donc qui je suis, et que je fais des choses qui ne sont pas alignées avec mon essence véritable, eh ben je douille. Ben, la vie, elle n'est pas douce. Donc choisir d'être authentique, c'est se faire une vie quand même plus sympa, plus douce. Alors ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, c'est juste que notre prisme va changer, va évoluer. Et je dirais que comment on fait pour incarner son authenticité? Alors moi je dirais qu'il faut élever sa vibration, élever sa fréquence, parce qu'aujourd'hui, avec ce nouveau paradigme, avec ces nouvelles fréquences sur Terre, en fait on n'a plus le choix. C'est soit on suit la cadence, soit on reste dans le déni, mais là c'est compliqué. Après chacun ses choix, chacun ses croyances encore une fois. Mais je pense qu'aujourd'hui, et encore plus que les précédentes années, c'est indispensable d'élever sa fréquence. Ça va être peut-être même un kit de survie énergétique, émotionnelle, à vrai dire. Élever sa fréquence, ça veut dire quoi? Peut-être que ça vous parle pas, et à juste titre. Je dirais que c'est c'est faire une randonnée. C'est-à-dire, c'est être dans la vallée et puis monter jusqu'au sommet de la montagne et voir les choses depuis ce sommet. Dans la vallée, on n'a pas forcément une vue d'ensemble de la situation ni le discernement nécessaire pour observer la situation telle qu'elle est, alors qu'au sommet de la montagne, on a une vue qui est quand même beaucoup plus intéressante, élargie, comme un oiseau, un aigle qui prend de la hauteur et qui voit les choses telles qu'elles sont. Alors que dans la vallée, on peut être brouillé parfois par cette vision un peu étriquée. Et quand on redescend de cette montagne et qu'on retourne dans la vallée, on a beaucoup plus d'outils, beaucoup plus de clarté. Et pour moi, élever sa fréquence, c'est ça. Alors moi, ça va être avec la méditation, entre autres, notamment la méditation sonore. J'utilise beaucoup le son comme véhicule de conscience, parce que la méditation en silence, c'est pas forcément quelque chose qui est aisé. J'arrive à méditer en silence, mais après avoir quand même œuvré un petit peu avec le son. J'y reviendrai après. Élever sa fréquence, donc il y a plein d'outils pour ça. Après, vous n'êtes pas obligé de méditer, il y a plusieurs types de méditation. Ça peut être à travers le yoga, le sport, l'art qui vous plaît. Ça peut être lire, dessiner, ce qui vous fait plaisir. Après, pour moi, ça va pas être suffisant dans tous les cas. Ça va être très bien. Mais encore une fois, c'est que mon regard. Chacun son chemin. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de spirituel pour augmenter votre vibration. Mais je dirais que ça va pas être suffisant. Pour moi, il faut un training énergétique par rapport aux énergies actuelles. Je pense on a plus forcément le choix. Enfin, on l'a toujours. Mais si on veut vivre les choses un peu plus sereinement, on a besoin quand même d'une routine. Alors ça peut être par exemple aller en nature plus fréquemment, se connecter davantage à la nature dans tous les cas. Et moi j'ajouterais quand même la méditation avec le son. Après encore une fois il existe plein d'autres choses, mais je vous parle de ce que je fais, donc de ce que je connais. Donc
élever sa fréquence, je vais proposer justement des méditations à thème pour l'élever. Donc, donc je vais enregistrer des petites capsules, notamment sur le thème se purifier. Pour moi, c'est déjà la base, s'alléger, pour ensuite pouvoir monter en fréquence. S'alléger émotionnellement, parce que toutes nos densités émotionnelles, ça va être des choses qui vont stagner en fait dans notre aura. C'est-à-dire que ça va créer des charges ou comme des kystes en fait qui vont s'engluer et nous densifier énergétiquement. Donc s'alléger émotionnellement. Ensuite, je compte préparer une méditation pour s'unifier, retrouver l'unité, le centrage, l'alignement. Aussi une méditation pour s'ouvrir à l'infinité, à son potentiel, à son plein potentiel, tout simplement. Et c'est à peu près tout, je crois. Ah, si, la dernière, se préserver. Comment je préserve mon énergie? Comment je revendique la propriété de mon énergie, finalement? Et finalement, tous ces thèmes vont permettre d'élever sa fréquence. Ça va être des choses que je fais quotidiennement, personnellement, ou quasiment quotidiennement. Alors, ça va être très bien en training énergétique. Mais parfois, il y aura besoin, bien sûr, de voir un praticien pour faire un soin plus approfondi s'il y a des déséquilibres un peu plus profonds. Ces méditations-là, c'est des thèmes qu'on va retrouver dans la dernière formation que j'ai sortie sur le son sacré, notamment. Donc, je dis formation parce que comme ça, il y a une meilleure compréhension, mais à vrai dire, c'est plus une transmission. Parce que c'est pas une formation pour vous formater, mais plus une transmission pour révéler qui vous êtes, justement, pour révéler cette authenticité. C'est comment, à travers le son, l'énergétique, la méditation, vous pouvez révéler qui vous êtes. Alors là, ça va être une initiation qui va notamment se focaliser sur les bols chantants. Et j'ai une approche qui va être peut-être un peu différente. Enfin, on a tous et toutes des approches différentes de la sonothérapie, hein. Mais disons que je vais pas être sur une approche vraiment purement scientifique, mais on va regrouper pas mal de choses, notamment l'énergétique, la spiritualité, et surtout la sobriété. C'est pas ce que j'ai retrouvé dans la plupart de mes formations, honnêtement. Euh, ouais, il y a eu un petit manque de sobriété en termes d'instruments, je trouve. C'est-à-dire que c'est pas une mauvaise chose, hein, parce que il y a tellement d'instruments qui existent et c'est top, mais moi ça m'a un peu refroidi quand j'ai vu les tarifs en fait et l'investissement qu'il faut faire parfois pour acheter tous ces instruments. Et aujourd'hui, je suis pas convaincue que pour être un bon praticien en sonothérapie, il faut beaucoup d'instruments. Je pense que c'est beaucoup plus global que ça. Alors, je pense que chaque méthode est bonne et qu'elle correspond à un public qui lui est propre pour le coup. Je ne renie pas du tout les autres approches, bien au contraire, parce que je pense que chacun son public en fait. Et bah moi j'ai un public qui est différent peut-être. Enfin, dans tous les cas, mon approche elle va être différente, donc forcément je vais pas attirer les mêmes personnes que celles qui recherchent une approche purement scientifique, musicale et, et avec une quantité d'instruments importante. Mon approche, elle va être ça dans la mesure où je vais pas vous inciter à acheter un set de 7 bols, par exemple, qui correspondent aux 7 chakras, parce que pour moi, je pense que c'est une bêtise. Ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec un chakra set de bols chantants en métaux, jusqu'à ce que je me rende compte par moi-même que ce n'est absolument pas nécessaire. Et ce que je vais primer, c'est plutôt la conscience et le lien qui va se créer avec chacun des instruments. Moi, je travaille avec 3 bols, mais je dirais qu'on peut travailler avec un seul, voire même aucun. C'est aussi l'approche que je propose dans la formation. C'est-à-dire, c'est œuvrer avec le son, mais aussi à travers la voix. C'est gratuit, hein. Et à travers le son primordial, la vibration primordiale. Finalement, la vibration primordiale, elle est toujours présente. Et même si les instruments vont être des véhicules pour accéder un peu plus... Enfin, accéder, c'est pas une destination, hein, c'est juste, il suffit de faire le silence mental pour la ressentir et la rejoindre à nouveau, cette vibration. Mais tout ça, c'est des sujets que je vais décortiquer, clarifier dans la formation, bien évidemment. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Mais je vais essayer de pas trop m'étaler ici. Mais disons que le son, ça peut être aussi une approche qui est sobre. Et la sobriété n'est pas dénuée de puissance. C'est un outil de transformation qui est majeur, en tout cas qui l'a été pour moi. Et à travers cette initiation, c'est ce que je cherche à proposer, d'augmenter sa fréquence et puis servir justement cette authenticité, vous permettre de révéler qui vous êtes et peut-être à votre tour de transmettre, si le cœur vous en dit, cette
la sonothérapie, la méditation, selon votre propre couleur, selon votre propre médecine. Quand je dis médecine, c'est selon votre don, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes doué pour le coup. Donc ça va être vraiment nécessaire de révéler son authenticité en 2025, je pense, pour tout le monde. La révéler ou en tout cas l'amplifier, la servir. Servir votre être véritable. Je pense que vous serez peut-être confronté à des choses qui vont, qui vont vous mettre vraiment mal à l'aise si toutefois vous ne servez plus cette authenticité et que vous soyez sur un cheminement spirituel ou très cartésien, hein. Dans tous les cas, moi je considère que la vie, le fait même d'être en vie, de respirer, c'est spirituel en fait, hein. Donc on n'est pas obligé de pratiquer la méditation, etc. pour être dans ce cheminement. Je pense que le besoin d'être authentique, ça va s'appliquer à tout le monde. Après, il faut trouver quand même une certaine mesure entre l'authenticité et la condescendance. C'est-à-dire que révéler son être authentique, c'est aussi rester ouvert et surtout tolérant au monde. C'est servir ses convictions, les assumer, sans éteindre et condamner celles des autres, en fait. C'est trouver ce juste milieu entre respecter ses limites, ses besoins, et être un connard égoïste. Faut trouver le juste milieu, bien sûr, entre ces deux forces. Je dirais que, pour résumer, que ça va être nécessaire. Enfin, je pense que c'est nécessaire, hein, il n'y a pas besoin d'être spirituel ou d'avoir fait des grandes études pour savoir que l'authenticité, c'est une base pour être heureux, tout simplement, pour être bien dans sa peau, quoi. De se sentir à l'aise avec qui on est et d'oser l'exprimer au monde sans avoir peur de d'être condamné ou de pas être aimé, en fait. Et je vais même clôturer sur les archétypes que j'ai abordés tout à l'heure. Être dans son authenticité, c'est sortir du rôle de la pick-me. La pick-me, c'est quoi? C'est choisis-moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je vois souvent chez certaines personnes, c'est mettre en retrait ses convictions pour adopter celles des autres, pour, en espérant être choisi dans ce que j'interprète, hein. Peut-être qu'il y a d'autres définitions, mais c'est ce que moi je perçois. Et je le perçois chez beaucoup de femmes, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi c'est plus récurrent chez la gente féminine. Mais enfin, finalement, c'est dans nos gènes, peut-être. Je sais pas, hein, c'est qu'une hypothèse, hein. Mais avant, notre seule façon de survivre, c'était d'être choisi par un homme, en fait. C'était d'être choisi par un homme pour... voilà, il y a très longtemps. Donc peut-être que c'est quelque chose qui est resté, en fait, finalement, dans la conscience collective. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a peut-être des programmations de pick me, par exemple. Donc, sortir de la pick me, révéler qui on est sans avoir peur de ne pas être aimé, en fait. Être authentique, c'est ne plus avoir besoin de validation extérieure. Ou en tout cas, le moins souvent, parce que être authentique, c'est aussi continuer de cheminer. Finalement, on n'est pas obligé de se dire du jour au lendemain, bah voilà, maintenant je suis authentique. Bah non, ça reste un cheminement. Aujourd'hui, je dirais que j'ai pas mal cheminé là-dessus, mais que j'ai encore quelques miasmes, quelques résidus à pacifier encore et quelques remises en question à faire, à m'ajuster régulièrement. Et l'archétype du people pleaser. Le people pleaser, c'est quelqu'un qui est toujours là pour faire plaisir, qui cherche toujours à faire plaisir, contenter tout le monde. Et, euh, et finalement, comment on peut nous en vouloir? Parce qu'on a souvent été conditionné pour ça. C'est-à-dire que dès notre plus jeune âge, on nous a dit de faire plaisir. Fais-moi plaisir, sois gentil, sois aimable, sois souriante ou souriant. Ça concerne pas forcément que la gente féminine là pour le coup, même si c'est amplifié, je trouve, de mon regard, ce qu'on demande aux femmes, aux petites filles notamment. Il y a beaucoup plus d'injonctions sur ce sujet, je trouve, mais les hommes ne sont pas épargnés. Et finalement, c'est comment être authentique sans chercher à faire plaisir à tout le monde, quoi. On peut pas, pour le coup. Et l'authenticité fera encore plus plaisir aux gens, à vrai dire, parce que ce sera fait depuis un autre espace. Ce sera pas fait depuis un espace de contenter les gens et de vouloir une validation. C'est totalement humain, hein, de chercher cette quête d'amour à travers l'extérieur, mais l'authenticité, c'est ce qui permet de s'auto-valider. C'est la clé pour
pour être vraiment bien avec soi-même. Je dirais pas la clé du succès parce que ça va commencer à être un peu bizarre, genre discours de développement personnel. Mais je vais clôturer sur ça. L'authenticité, c'est révéler sa vérité. Puissiez-vous révéler votre vérité. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.